Raquel Garrido nous rejoint, ancienne députée La France Insoumise, cofondatrice du mouvement qui s'appelle l'Après. Je voudrais pouvoir vous accueillir parce que Raquel Garrido, vous faites justement partie, bonjour, de ceux et de celles qui ont à un moment observé une dérive. Vous l'avez dit, vous l'avez révélé, Jean-Luc Mélenchon et Anne-Sora Dubois le disaient à l'instant, s'est rendu à l'université d'été de la Jeune Garde. Il a été chercher en quelque sorte la Jeune Garde et Raphaël Arnaud. Comment vous réagissez aujourd'hui au fait qu'il n'y ait aucun mea culpa ? Je suis inquiète pour le devenir des jeunes militants aujourd'hui en France, les jeunes militants de gauche, qui sont menacés souvent, qui sont mis en cause, qui sont agressés, qui sont au risque du péril de leur vie. Et je suis inquiète pour quiconque aujourd'hui pense que c'est dans l'affrontement physique qu'on va purger cette grande controverse aujourd'hui qui oppose l'extrême droite au reste du pays. Et je pense que la mort de Quentin Derenque, elle doit être un électrochoc pour nous toutes et tous. Et autant je peux comprendre parfaitement le désir d'un jeune aujourd'hui d'entrer dans la lutte antifasciste parce que l'extrême droite est très forte dans notre pays, parce que les groupuscules d'extrême droite sont armés, violents, présents, dangereux, menaçants. Autant à partir du moment où on voit bien que ça peut dégénérer, on voit bien que rentrer dans l'affrontement physique peut provoquer la mort de quelqu'un, il faut bien qu'il y ait une autorité à un moment donné politique qui dise stop, qui dise je ne veux pas qu'il y ait un seul blessé du fait d'une stratégie politique qui pousse à l'affrontement physique. Donc, cette logique d'affrontement physique, il faut y mettre fin. Vous attendez ce discours là, maintenant, tout de suite. Vous attendez ce discours. Est-ce que vous vous dites que Jean-Luc Mélenchon est en mesure de le faire, ce discours ? Bien sûr que c'est ce qu'il aurait dû faire hier soir. C'est ce qu'il était attendu de tout dirigeant politique. Et aujourd'hui, il manque à son devoir de dirigeant. En fait, il ne dirige pas. En fait, des jeunes aujourd'hui, depuis 3 ans, ou plus peut-être. Il manque à son devoir. Bien sûr, il y a des jeunes qui s'entraînent, qui sont dans les gymnases, qui apprennent les méthodes. Alors, bien sûr, parce qu'il faut le préciser, notamment, alors d'après un certain nombre de témoins, les camps d'été, vous avez évoqué d'ailleurs la présence de Jean-Luc Mélenchon physiquement dans un de ces camps d'été. Et d'ailleurs, il camps d'été, il a dit qu'il était allé en 2023, 2024, 2025. Il y a dans ces camps d'été, y compris même des conseils physiques. Oui, vous savez, moi, comme jeune militante, ça fait plus de 30 ans que je milite. Quand j'étais jeune étudiante, j'ai fait des formations au service d'ordre pour mon syndicat étudiant, pour mon parti. À l'époque, j'étais à la gauche du PS, d'ailleurs, avec Jean-Luc Mélenchon. On apprend à tenir une ligne en manifestation. On apprend à administrer, en fait, des charges et des attaques. Et on apprend à sécuriser des actions démocratiques. C'est un grand classique. Et d'ailleurs, quand on organise des manifestations, la préfecture nous le demande. Elle nous demande qui est votre chef de service d'ordre, comment ça va se passer. Bon. Donc ça, c'est une chose et il ne faut pas tout amalgamer. Et c'est important que cette tradition ordonnée perdure. Alors, l'autonomisation de l'affrontement physique dans des groupes tels que la Jeune Garde, qui s'apparentent à des milices aujourd'hui. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire milice, mais en toute hypothèse, on est obligé aujourd'hui de faire pause à partir de la mort de Quentin Derenque. On ne peut pas faire comme si cette mort n'existait pas. C'est ça que je reproche aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon, que j'ai attentivement écouté hier soir dans son intervention au siège du POI à Paris. Il fait en fait comme s'il n'y avait pas eu mort d'homme et comme si on pouvait continuer comme avant les exercices d'entraînement, etc. et la défense antifasciste comme si de rien n'était. Raquel Garrido, plusieurs membres de la France Insoumise jusqu'à hier disaient « nous n'avons aucun lien ». Et d'ailleurs, j'ai reçu hier matin par exemple Paul Vannier, député de la France Insoumise, qui rappelait « mais c'est une organisation qui de toute façon est dissoute ». Comme si effectivement la dissolution qui pourtant, il y a encore une semaine, leur apparaissait comme ils s'y opposaient. Ils ont eux-mêmes, et c'est Raphaël Arnaud lui-même qui a porté cette demande devant le Conseil d'État, remis en cause cette dissolution. Aujourd'hui, ils disent elle est dissoute. Il y a pourtant ces images, et je voudrais qu'on regarde à nouveau cette photo que l'on vient de diffuser. Cette photo, elle est issue du groupe Instagram de la Jeune Garde. Donc c'est tout à fait assumé sur le groupe de la Jeune Garde. Cette photo, elle représente donc un stand, ce stand de la Jeune Garde. C'est en juillet 2025 aux universités d'été de la France Insoumise à Valence. Mes confrères de Quotidien ont fait un travail d'enquête hier par la voix de Paul Gasnier qui était millimétré et clinique.
tout ce qu'a affirmé la France Insoumise depuis 2 jours sur le fait qu'il n'avait plus de lien avec la jeune garde est donc tout à fait contredit par les faits. La présence de ce stand, alors officiellement ce n'était pas le stand de la jeune garde, c'est le stand du soutien à la jeune garde pour contourner la question de la loi puisque c'était en effet officiellement dissous. Mais vous le voyez bien là, c'est pas soutien de la jeune garde, c'est la jeune garde et son compte Twitter qui en fait la démonstration. Il y a ensuite Raphaël Arnaud qui, au micro de mes confrères de Quotidien à l'époque, donc en juillet dernier, hein, on parle du juillet là, de juillet du dernier été, parle de la jeune garde en disant nous, en disant on, et qui a même une tirelire sur le stand de la France Insoumise de soutien à la jeune garde. Cette rupture, non seulement elle n'est pas faite aujourd'hui, mais elle n'a pas été faite y compris au moment où la jeune garde a été officiellement dissoute. Les propos de certains dirigeants de la France Insoumise depuis 4 jours qui mettent à distance la jeune garde ont été spectaculairement contredits hier soir par Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui a non seulement dit qu'effectivement il s'était rendu au camp d'été en 2023, 2024, 2025, mais m'a même expliqué que dans le fonctionnement de ce parti gazeux, en fait, la jeune garde était partie prenante de la France Insoumise, au même titre que le POI, par exemple, ou Rêve, qui est le parti d'Aymeric Caron. Tout ça a été expliqué avec on ne peut plus de clarté hier soir, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui, il y aura moins de dirigeants de la France Insoumise. Je précise simplement, parce que effectivement, on se dit tout ce matin, je vous avais non seulement invité vous, mais Louis Boyard devait être notre invité ce matin. Et Louis Boyard, hier soir, après l'interpellation, effectivement, non, parmi les interpellations du collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, nous a dit que finalement, il ne pouvait pas faire ce matin. Je souligne quand même. J'aurais aimé pouvoir lui poser les questions aussi directement. Je souligne quand même, et je pense que ça c'est très important, et les gens à la maison l'attendent aussi, que c'est tout aussi important qu'on soit très clair sur le fait qu'effectivement, il n'y a personne de la France Insoumise qui est mis en cause dans le meurtre de Quentin Derenc. Et c'est là où, effectivement, par capillarité, il ne faudrait pas en arriver à accuser la France Insoumise d'avoir tenu de délits ou de crimes dont ils ne sont pas les auteurs. La responsabilité que nous avons tous, les dirigeants politiques que nous sommes, et là j'accepte de parler au nom de la gauche parce qu'on n'est pas très nombreux sur les plateaux à venir porter des messages ce matin, mais évidemment qu'à droite et à l'extrême droite, il faut qu'ils balayent devant leur porte. J'attends aussi que la droite et l'extrême droite expressément récusent et demandent à la jeunesse d'extrême droite aujourd'hui de se désarmer. Ce qui est très intéressant, et Raquel Garrido vient de le dire, c'est qu'il y a un certain nombre de responsables de la France Insoumise qui ont tenté depuis 48 heures de mettre effectivement la jeune garde à distance, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui la remet au centre du jeu. Deuxième remarque, c'est pas parce qu'une association est dissoute que les idées qu'elle porte le sont que les méthodes qu'elle promeut le sont. Et si d'anciens membres de la jeune garde, je dis anciens puisqu'elle serait dissoute, encore que le Conseil d'État s'est pas encore prononcé, c'est pas parce que cette association serait dissoute que les méthodes, les idées, les valeurs seront elles-mêmes dissoutes. Donc c'est assez paradoxal que hier des responsables disent « Oh là là, mais nous on a pris nos distances avec qui ils sont, leurs méthodes. » Et d'ailleurs, elle est dissoute et que Jean-Luc Mélenchon dit... C'est pas une question administrative de toute façon. Évidemment. C'est pas une question administrative, c'est une question politique. L'antifascisme est aujourd'hui une priorité en France. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite est à presque 40% et parce que l'extrême droite est forte dans 2 compartiments qui sont en fait assez séparés. D'une part, la lutte électorale, où ils sont forts, mais aussi la question militaire, c'est-à-dire l'organisation. Aujourd'hui, vous avez 2000 personnes en armes dans ce pays, dans des structures qui sont survivalistes, accélérationnistes, etc. Donc, quand on est un jeune aujourd'hui de gauche, humaniste, antiraciste, c'est évident qu'on se pose la question de comment combattre le RN, comment combattre l'extrême droite. Et moi, je leur dis, nous, c'est ce qu'on leur dit. Et précisément, c'est ce que je leur dis, moi. Nous, avec la presse, ce qu'on cherche à faire, et mes camarades comme Alexis Corbière, Clémentine Autain, les anciens de la tradition insoumise, on leur dit... L'important aujourd'hui, c'est de les battre dans les urnes. Donc, ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas les autres en danger. Il est particulièrement frappant, d'ailleurs, Raquel Garrido, que ceux que vous citez ont été, eux, en quelque sorte, purgés, c'est le mot qui avait été utilisé par la France Insoumise, qui, à l'inverse, hier soir, non seulement ne purge pas ceux qui ont une complicité, ou en tout cas un lien particulier avec ceux qui ont participé, semble-t-il, au lynchage mortel, c'est même l'inverse. Ça n'est pas une purge, c'est même
soutien. Et je voudrais, dans un instant, que l'on écoute les mots de Jean-Luc Mélenchon. On va l'écouter précisément, les mots de Jean-Luc Mélenchon, qui assume précisément ses liens avec la jeune garde. Alors, après avoir dit « La mort n'a rien à faire dans la dispute politique, dans la violence, qu'elle soit offensive ou défensive, tous les coups ne sont pas permis », il a, Jean-Luc Mélenchon, réitéré son soutien et son lien avec la jeune garde. Il avait dit plutôt qu'ils étaient ses alliés, ses camarades, même la famille. Et alors que des membres de la jeune garde sont donc, au moment où l'on se parle, en garde à vue, qu'ils avaient déjà été interpellés, voilà ce que Jean-Luc Mélenchon a dit de ses liens avec la jeune garde hier soir. La jeune garde est une organisation associée au mouvement insoumis. Nous ne nous mêlons de rien dans la jeune garde. Nous ne donnons pas de consignes, nous ne donnons pas d'ordre, ce n'est pas nous qui décrétons les mobilisations de cette organisation. Mais ils sont associés, et il a d'ailleurs dit et redit et pleinement assumé, presque revendiqué, qu'il avait à plusieurs reprises été au camp d'été de la jeune garde. Je suis quand même surprise d'une chose, Raquel Garrido. Il vous a viré, vous. Enfin, je veux dire, il vous a exclu, vous, vos amis. Et aujourd'hui, il est à l'inverse, dans un soutien total. Il n'exclut pas du tout Raphaël Arnaud. Bien sûr qu'il y a eu un choix stratégique qui saute aux yeux entre, d'une part, l'unité, c'est-à-dire la construction de la NUPES. Moi, j'ai été avec Jean-Luc Mélenchon pendant 30 ans. Et sur ces 30 années, on a fait 13 ans de bagarres assez rudes vis-à-vis de François Hollande et le Parti socialiste. C'est 13 années de combat face à une dérive social-libérale du PS et qui vont se terminer en 2017 puis en 2022 par un arbitrage électoral en faveur du programme plus à gauche, c'est-à-dire le programme de l'avenir en commun, notre programme, le programme insoumis. À partir de 2022, nous réunifions la gauche, c'est la NUPES, et à partir de là, on est en mesure de partir à la conquête du pouvoir en s'affrontant aux macronistes et à l'extrême droite. En 2023, Jean-Luc Mélenchon opte pour une bifurcation et lâche en fait le projet unitaire de la NUPES pour partir vers quelque chose de beaucoup plus isolationniste, beaucoup plus sectaire. Vous diriez sectaire? Oui, bien sûr, beaucoup plus centré autour de sa personne. Et la conséquence de ça, c'est qu'il lui faut aussi des militants plus déterminés, d'un autre style. Et c'est, je pense, dans ce contexte-là qu'il se rapproche avec la jeune garde. Comme au fond des suiveurs d'une secte. Ce que vous dites, Raquel Garrido, c'est qu'au fond, ce qui se joue là avec le rôle de la jeune garde dans le lynchage qui a conduit à la mort du jeune Quentin, au fond, c'est déjà aux racines de votre rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Vous rompez, il rompt avec vous, ce que l'on a appelé la purge, au fond, parce que précisément, vous avez vu j'allais dire presque les racines de ce qui se joue aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, un électeur insoumis, un militant insoumis, quand il s'est engagé pour le programme de l'avenir en commun, il n'a pas signé pour ça. Il n'a pas signé pour ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Moi, je vois d'ailleurs, les gens me parlent beaucoup avec pas mal de nostalgie de l'époque, de cette grande époque, de la campagne de 2017, même jusqu'en 2022. Bon. Mais aujourd'hui, indépendamment de ça, parce que ça, on va dire que ce sont des problématiques plus boutiquières. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse fondamentalement, je pense que c'est l'urgence de l'heure, c'est mettre fin au cycle de la violence. Je vous dis, vraiment, ça m'inquiète, les expéditions punitives, les représailles contre les militants de gauche. Je suis très inquiète du fait que ça passe dans tous les sens. Et il me semble que l'important aujourd'hui, c'est que les responsables politiques, moi je prends ma part, Jean-Luc Mélenchon doit prendre la sienne, mettent tout leur poids dans la balance pour que, justement, eh bien... Mais est-ce qu'il veut prendre la sienne de responsabilité? Il y a d'ailleurs des permanences de la France Insoumise qui ont d'ailleurs été prises... Est-ce qu'il veut prendre cette responsabilité? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça prendra un geste politique fort pour qu'on stoppe net cette violence. Or, je vois qu'il ne s'est ménagé aucun espace, aucune marge de manœuvre. Il a remis une pièce dans la machine. Et donc, se dédire publiquement, s'il le faisait demain ou après-demain au sujet de la jeune garde, ça serait politiquement aussi s'affaiblir. Ouais, l'intérêt personnel de Jean-Luc Mélenchon m'est absolument égal, qu'il se dédise, ça m'est complètement égal en fait, qu'il soit en position d'être candidat ou pas, m'est égal. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un mort. Un mort chez nous, un mort chez les jeunes Antifa. Je ne veux pas qu'il y ait un mort, un militant. Au fond, qu'il y ait une forme un militant antiraciste aujourd'hui, qui se bat pour son pays, qui est humaniste, qui voit avec crainte l'ultra-gauche se mobiliser. Aujourd'hui, enfin, la liste des noms ont été égrenés. Frédérico Aramburu, Jamel Benjabala. Combien de morts? Même ce week-end encore, les locaux de Solidaire à Lyon ont été attaqués. Solidaire, c'est un syndicat. Donc,
oui, il y a des craintes, il y a des menaces, mais sauf que pour vous, justement, vous appelez tous les responsables politiques, de droite comme de gauche, au calme, alors, à lancer cet appel au calme. bien entendu, je n'ai pas la naïveté de penser qu'il n'y a pas actuellement une opération à la droite et à l'extrême droite pour essayer de se faire une virginité sur le dos de cette opération. Il y a eu une rixe entre deux groupes qui sont partis au coup de poing. Quentin Derenc est mort. Ça aurait pu être un militant antifa. Et peut-être que la fois d'après, ce sera un militant antifa. Et on a vu effectivement les images de la rixe. Tout le monde maintenant, et l'extrême droite y compris, doit dire à ces jeunes-là qui pensent que c'est comme ça qu'on fait de la politique, il faut leur dire non. Non, vous rentrez maintenant dans vos gymnases, vous cessez vos entraînements et soit vous rentrez dans la lutte électorale parce que c'est comme ça qu'on fait en République, c'est comme ça qu'on fait dans une société civilisée pour arbitrer les désaccords, soit tout ceci peut aller très loin et les responsables politiques auront tous des morts sur la conscience. Vous évoquez le tournant de 2023. Personnellement, de là où j'exerce, c'est-à-dire en journaliste politique, le tournant de 2023 chez Jean-Luc Mélenchon, je le perçois aussi dans le fait que à ce moment-là est révélé qu'un groupe néo-nazi a tenté d'assassiner Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas se préparait, s'entraînait dans une forêt. Il y a eu un procès qui a eu lieu d'ailleurs en 2023. Et j'ai retrouvé le communiqué de la France Insoumise qui, à l'époque, évoque cette tentative d'assassinat. Soit dit entre nous, c'est le moment où la tentative d'assassinat aurait eu lieu en 2018. 2023, c'est le procès. Et c'est le moment où les informations paraissent dans la presse. Tout ce moment-là, à chaque fois que je vois Jean-Luc Mélenchon, ça m'a saisi, parce que je l'ai suivi en tant que journaliste politique ici à BFM TV. Et puis ensuite, en passant à d'autres fonctions, j'ai continué à avoir des échanges comme avec d'autres politiques. La différence, c'est qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois que vous voyez Jean-Luc Mélenchon en privé, il vous parle de mort. On veut attenter à ma vie, bien sûr, on veut attenter à ma vie, on veut m'assassiner, on veut assassiner mon mouvement, etc. Et j'ai retrouvé le communiqué de presse de la France Insoumise au moment où un journal parle justement de cette tentative d'attentat contre Jean-Luc Mélenchon. Le communiqué de presse de la France Insoumise date du 11 mai 2023 et se termine ainsi. Le régime macroniste, je cite, aura facilité la propagation de l'extrême droite la plus violente, admiratrice comme lui de Pétain et Maurras, le ciblage permanent contre LFI et Jean-Luc Mélenchon se présente comme une incitation à la haine meurtrière. Et il y a un basculement à ce moment-là. Le camp d'été dans lequel se rend Jean-Luc Mélenchon, c'est juillet 2023. On est 2-3 mois par la suite. Il y a une espèce de basculement qu'on perçoit en tant que journaliste. Vous parleriez quoi? D'une sorte de Je ne sais pas si on peut parler paranoïa, mais en tout cas une crainte qui est extrêmement présente et où dès que vous parlez avec un insoumis, ils disent il y a un péril fasciste, on veut attenter à notre vie, il y a des néo-nazis qui veulent nous assassiner, etc. Et sans doute que ce jumelage ou ce compagnonnage avec la jeune garde, sans être assumé comme tel à l'époque, vise aussi à dire bah nous aussi on a nos gros bras. Je voudrais qu'on écoute les mots. Moi, je suis directement concernée par les menaces à l'intégrité de ma vie et même à celle de ma famille. En décembre 2021, deux Zemmouriens qui s'étaient rencontrés au meeting de Zemmour de Villepinte le 5 décembre se sont retrouvés dans un stand de tir en Seine-Saint-Denis pour filmer un tutoriel à l'arme lourde sur comment m'assassiner. Et Alexis Corbière devait prendre, disait-il, une balle en ricochet. J'ai dû prendre mes enfants et me cacher le temps de l'interpellation de ces individus qui, en bout de course, au bout d'un long procès, ont fini par être condamnés. Et pour autant, vous n'êtes pas dans le soutien. C'est ce que je trouve intéressant. Voyez, moi aussi, je pourrais être dans la vengeance. Moi aussi, je pourrais être en train de me dire, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est de dire que tous ces groupuscules, tous ces hommes armés aujourd'hui, tous ces dangereux, virilistes, toxiques, enfin, je veux dire, je pourrais être dans quelque chose qui est beaucoup plus irrationnel par rapport à ça. Eh bien, en fait, non. Alors même que mes propres enfants ont été mis en cause. Vous avez senti cette forme de paranoïa Zémouriens qui ont calomnié mes propres enfants. Eh bien, je dis aujourd'hui, je ne souhaite pas aux enfants des autres ce que mes enfants subissent de la part de l'intérieur. Est-ce que vous avez senti cette forme précisément de peur qui s'installait, de germes de... Vous parlez en tout cas, les hommes politiques sont des professionnels de parler d'eux-mêmes, de se faire plaindre eux-mêmes, de convoquer l'empathie de tout le monde vis-à-vis d'eux-mêmes. Ça n'est pas mon sujet. Moi, je parle des jeunes, de la jeunesse militante. Je parle de mon pays. Je ne veux pas que mon pays s'empêche, voilà, d'avoir une solution démocratique et politique à nos controverses qui sont très fortes. Ce n'est pas simple de faire nation quand vous avez 35% de la population qui vous explique qu'il faut des politiques xénophobes d'État, qui vous explique qu'il y a un problème consubstantiel avec l'islam. Ce n'est pas simple de faire nation dans ces conditions-là. Et pourtant, il n'y a que la politique qui nous sauvera. Mais la politique, elle s'arrête au moment où on commence à assumer l'affrontement physique. Donc je dis attention, on est sur une ligne de crête. Oui, les services d'ordre, oui, la sécurisation de nos activités, de nos actions pacifiques. Mais à partir du moment où ça a dégénéré comme à Lyon, ça veut dire que là,
il faut s'arrêter. Je voudrais Là, que il vous faut faire écoutiez, pause et tout je réévaluer. voudrais que vous écoutiez les mots de François Hollande, donc l'ancien président de la République, aujourd'hui député socialiste, qui était mon invité. Là, il y a une double responsabilité de la France insoumise. La première responsabilité depuis des mois, c'est d'entretenir une espèce de brutalité dans l'expression, de dénonciation permanente, de mise en accusation, d'outrance. À l'extrême droite, on a aussi ce type de provocation. La deuxième responsabilité, c'est d'avoir accepté, pour un parti supposé dans l'arc républicain, d'avoir accepté d'avoir un lien avec un groupe, en l'occurrence la Jeune Garde, qui fait du combat physique son but et sa méthode. François Hollande, donc, qui était mon invité ce matin. Merci Raquel Garrido. On a Je bien dis à entendu François Hollande Ouais. que s'il pense pouvoir régler les comptes et scinder définitivement la gauche à cette occasion, il se trompe. Moi, je milite pour une primaire de toute la gauche et les écologistes. Elle aura lieu le 11 octobre et nous n'avons pas d'autre moyen que de s'unir pour combattre l'extrême droite. Parce que je veux bien que... sans la France insoumise. Sans la France insoumise. Mais tous ceux qui aujourd'hui théorisent que la gauche doit être scindée en deux, en fait, sont en train de livrer le pays au RN. Donc, je veux dire, je veux bien qu'on se dise que la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de combattre l'extrême droite est inopportune et même dangereuse, ok. Mais alors, si la conséquence est de dire on va se scinder en deux à gauche et du coup on va perdre les élections, pardon, on y perd deux fois. Donc, je dis, il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin, c'est que ce peuple NFP, les 9 millions de personnes qui sont venues en juin 2024 sauver ce pays face au risque d'un Jordan Bardella à Matignon, se mobilisent pour une primaire et elle aura lieu le 11 octobre 2026. Merci Raquel Garrido d'avoir répondu à nos questions ce matin. Donc, ancienne députée à la France insoumise et cofondatrice de ce mouvement qui s'appelle l'Après, précisément.